Donc voici une deuxième vidéo consacrée cette fois-ci à la séquence 2, toujours dans l'objectif de se préparer à l'entretien d'oral de l'EAF. La séquence 2, je le rappelle, est consacrée à la pièce de Joël Pomera intitulée Les Marchands. Cette séquence, nous avons nous-mêmes intitulé cette séquence Je n'écris pas du théâtre, j'écris des spectacles. Cela fait référence à la notion d'auteur de plateau. Pomera part de la scène pour créer un texte. Le texte ne préexiste pas à la scène. Il se fait appeler auteur-metteur en scène, ce qui est assez rare, puisqu'il est rare en effet de voir un auteur mettre lui-même en scène son texte. On retrouve d'une certaine façon ici un refus du textocentrisme, on le verra avec Appia et Artaud en fin de séquence. À l'instar d'Artaud, il veut créer un art sensible qui puisse faire réagir le spectateur. On le verra, c'est une notion importante chez Pomera. Le langage du corps, de l'espace, du son et autres signes communique autant de sensations, d'idées que le texte parlé, que la parole des personnages. Quelle est la problématique de séquence? Comment le traitement du réel dans le théâtre contemporain permet-il de rendre le spectateur actif? Eh bien, vous pouvez déjà dire que le réel est bien une problématique chez Pomera, on va le voir dans la troisième diapositive, que ce réel est montré de manière étrange, que les points de vue sont discutables parce que la narratrice doute, que l'ami a des raisonnements curieux. Cela demande une activité du spectateur. De même, le spectateur est actif parce que le spectacle bouscule, questionne ses représentations, en l'occurrence ici ses représentations sur le travail. Et enfin, Pomera va laisser le spectateur seul, en résonance avec un certain nombre de discours des personnages. On pense ici à la prostituée ou aux politiques au milieu de la pièce. Faisons un rapide focus sur nos lectures analytiques qui sont au nombre de 2. La première, c'est le tout début de la pièce. Quelle catastrophe vraiment quand on y pense, jusqu'à inutile et incapable, pages 8 à 10 de notre édition. Eh bien, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est presque une ouverture programmatique, c'est-à-dire c'est un programme qui nous indique tout ce qu'on va retrouver dans la pièce, sur le style, très narratif, sur les thèmes, le thème de l'aliénation du travail, de l'isolement quand on ne travaille pas, de l'exclusion de l'autre, et puis enfin sur la place du spectateur qui est interpellé dès le début. Le deuxième extrait, c'est la scène 23, une scène centrale, celle du discours sur le travail, où on retrouve le politique et la prostituée, dont il a été question précédemment. Alors, c'est bien le choix du milieu de la pièce qui explicite le titre, donne la clé de l'œuvre. On voit bien que le rapport au travail est aliénant et le spectateur est vraiment face à un discours irrecevable sur le travail. On revient alors sur ses propres représentations. Comment le spectateur lui-même considère-t-il le travail? Venons-en au cœur de l'entretien, c'est-à-dire les activités complémentaires. On le sait, nous avons regardé le spectacle, nous avons regardé le documentaire intitulé Poésie de l'ordinaire. On retrouve bien dans l'idée d'ordinaire la question du réel, et poésie, la question d'un réel plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, on le rappelle, comme le dit Pomera, la scène préexiste au texte, ce qui est assez moderne, assez nouveau. Il est donc essentiel de partir de l'analyse de la scène pour lire le texte de Pomera. Pomera, on le sait, il part du plateau, il fait un travail conjoint avec les acteurs. Les comédiens font partie du poème, dit-il. On voit des improvisations autour de bribes de texte et la régie est présente au cours de ces improvisations ou de ce travail de plateau. On peut parler aussi d'un théâtre narratif où la parole est montrée. En effet, les acteurs parlent, mais on ne les comprend pas, ils se parlent entre eux, ils jouent la scène. On n'entend, nous, que la voix off ou en direct de la narratrice. C'est la seule parole qui nous parviendra. Première problématique proposée, Pomera, chercheur de
réel. En effet, Pomera le dit lui-même, le théâtre, c'est ma façon à moi de capter le réel. Je suis chercheur de réel. Pomera, en effet, cherche à complexifier le réel. Pour lui, on passe à côté du réel tous les jours. Il faut donc montrer le réel et l'amener à son plus haut degré d'intensité. Il n'y a pas un réel, mais des réels. Il n'y a pas une, mais des réalités. C'est pour cela que Pomera entremêle l'objectif et le subjectif, le politique et l'intime. Le politique, on le voit par les conditions des travailleurs, l'intime par la vie intime de la narratrice, par exemple, ou de l'ami. On mélange aussi les réalités sociales, la perte dans l'emploi, la fermeture d'usine, la maladie due au travail, et puis des réalités imaginaires, comme par exemple le monde des morts, qui est celui dans lequel vit l'ami de la narratrice. On voit bien aussi que les personnages de Pomera ont des problèmes de perception du réel. L'ami ne cesse de voir des ressemblances partout et la narratrice a des doutes sur ce qu'elle a vécu. Alors, la question de la visée de la pièce, on le sait, c'est une question toujours assez épineuse. Vous voulez toujours voir derrière le texte une visée, une critique. Alors, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que Pomera ne propose pas un théâtre engagé. Il ne veut pas faire une critique de la société. Il pense que l'engagement se fait dans la vie, pas au théâtre. Il s'agit donc plutôt d'amener le spectateur à interroger ses propres valeurs, à les bousculer. Donc, il ne s'agit pas de donner une leçon, mais juste de montrer pour se faire son propre jugement. Alors, si ça c'est la question du théâtre de Pomera en général, si nous prenons la visée de la pièce, de cette pièce-là intitulée Les Marchands, eh bien on peut dire d'abord que c'est une pièce sur la valeur. La valeur, c'est pas une pièce sur le travail, c'est une pièce sur la valeur accordée au travail. Comment les hommes l'ont investi sur le plan de l'imaginaire. En effet, le travail occupe tout leur esprit, toute leur vie. Alors, on peut pour justifier cela prendre le passage du discours du politique qui nous dit, de manière terrible, nous vendons notre travail, nous vendons notre temps, ce que nous avons de plus précieux, notre temps de vie, notre vie. La narratrice elle-même chérit un travail qui la déshumanise et qui la tue à petit feu. Le discours du politique va même rassurer l'ensemble des personnages. On est bien face à une aliénation du travail. Alors Pomera se pose la question suivante. Pose la question suivante au spectateur. Comment un tel amour sacrificiel du travail peut-il être, peut-il exister? Pomera nous dit, le nœud du problème, c'est que tu peux faire un travail pourri et y être extrêmement attaché. On peut expliquer ce processus et pourtant c'est profondément choquant. Enfin, il dit que le travail n'est plus du tout représenté dans le monde, on ne représente plus le monde du travail, et encore moins le travail ouvrier, comme s'il avait disparu. Voilà, donc c'est ces questions-là que Pomera voulait donner à voir et non pas juger sur la scène des marchands. Alors la scène, que voit-on sur la scène? Eh bien, on voit un grand plateau quasi nu qui joue sur le volume en hauteur et en largeur, un grand cube avec des murs gris qui donnent l'impression qu'on est dans du béton, une impression d'étouffement mais aussi de froideur, d'espace et de vide, avec quelques objets du quotidien. On retrouve ici le réel, la chaise, la table, la télévision, très très importante la télévision, l'abat-jour et la lampe. On a des changements d'ambiance, d'espace, qui se font sur des fondus au noir, puisque le noir est très présent dans la pièce, très réguliers, très rapides, qui font penser à des battements de paupières. La scénographie de Pomera est une scénographie moderne et complexe, avec une très grande régie de plateau. Commençons par les lumières très très importantes chez Pomera. Les lumières sont responsables des lumières, Soyer, propose un éclairage latéral ou venant du plateau, non un éclairage de face, comme c'est souvent le cas au théâtre. On a des contrastes, du clair-obscur, pour privilégier une imagerie
un peu imaginaire, peu importe de voir l'acteur, mais éclairer les corps, travailler sur la masse en présence. On voit plutôt des ombres que des personnages réels. Donc c'est vrai que cette question de l'inquiétante étrangeté du réel apparaît dans le visuel scénique. De même, le son chez Pomera est très important. La pièce est systématiquement avec du son. On a du son tout le temps. D'abord par la voix off, les bruits de l'usine par exemple, ou les bruits mécaniques, les musiques qui créent des ambiances. On a des musiques qui font penser à des films de Hitchcock ou des thrillers. Et ces musiques ou ces bruits font le lien entre toutes les scènes et même sont présentes pendant les noirs, des fois un peu longs. Les micros HF qui permettent une proximité des acteurs qui ne projettent plus leur voix mais qui peuvent parler en playback donnent un côté artificiel ou spectaculaire à la scène ou un côté feutré, très intime. On trouve aussi une mise en espace très particulière chez Pomera, une mise en scène très millimétrée avec des escamotages de décors très rapides qui se font en un clin d'œil très vite. Un éclairage, on l'a dit, qui consiste en un contraste de clair-obscur, de noir et blanc, proche de l'expressionnisme avec des jeux d'ombre. On a des effets d'apparition, de disparition des acteurs, ce qui crée aussi un élément étrange dans ce réel. Et le rythme est métronomique, d'autant plus que la voix off est dite sur un ton monocorde très appuyé, sauf à la fin où il y a un peu plus de tension. Enfin, on peut parler d'un théâtre qui utilise beaucoup les outils cinématographiques. En effet, nous entrons dans l'imaginaire des personnages par des sortes de focalisation interne ou de caméra subjective. Le travail en séquence, les fondus au noir, le théâtre va donner à voir l'écoulement du temps de la vie. La succession des noirs et de cuts donne une succession d'images. Le visuel peut donner un format cinémascope, mais aussi des plans séquences, des ambiances sonores de thriller comme je l'ai dit. La scène va donc ressembler à une image filmée. On voit bien parfois un rétrécissement du champ ou de l'espace par des jeux de lumière, une grande focale pour le panoramique et une petite focale pour un gros plan. Qu'en est-il des personnages ? Les personnages sont banals, on l'a vu, communs en apparence. Ils viennent du milieu ouvrier, une population moyenne. On a la présence d'un politique, d'une prostituée. Des personnages apparemment réalistes, mais tout de même étranges, on l'a dit. Le monde des morts, la narratrice qui doute de son récit. On a aussi des focus sur des personnages par les lumières. On est des fois en caméra subjective. L'imaginaire des personnages est donc pénétré, comme si le spectateur entrait dans les images intérieures du spectateur, du personnage. Nous avons aussi au niveau des lieux intimes, c'est l'appartement de l'ami ou de la narratrice, des lieux plus politiques, l'usine, le bar, où vont se retrouver l'ensemble des personnages. On a une mise en scène réaliste assez minimaliste, très épurée, et aussi un espace qui est recréé par les lumières et le son. Enfin, si on prend la question de la temporalité, intéressante dans cette pièce, des fondus au noir, on l'a dit, des séquences nombreuses et rapides, des ellipses, changement de lieu très rapide et de temps, qui nous montre l'écoulement du temps des journées. Faisons maintenant un focus sur 3 séquences comme l'appelle votre descriptif. Si nous regardons la scène 18 à 21, en tout cas les scènes 18 à 21, qui durent 16 minutes, nous sommes dans un cadre intime, comme nous pouvons le voir dans cette photo et cette photo. En effet, nous sommes chez la narratrice, on reconnaît son fauteuil, la lampe de son appartement. La lumière est assez sombre, on le voit aussi dans la petite photo qui est ici. Voilà, on retrouve ici un cadre assez intime, la narratrice et ses douleurs, son vécu le soir avec l'ami et les soirées avec le politique. Seule scène à peu près joyeuse, on se souvient du playback où il chante « L'amour est un bouquet de violettes ». On voit aussi le rapprochement avec le soi-disant fils de l'ami.
On peut évoquer les lumières douces et chaudes, un décor limité pour symboliser un intérieur plus petit que celui de la vie. Et une importance, encore une fois, de la télévision, qui ne se voit pas ici, mais qui est omniprésente chez l'ami comme chez la narratrice, comme une forme d'aliénation. Faisons maintenant un deuxième focus sur la scène 24 qui dure 7 minutes. Scène très intéressante parce qu'elle fait suite à l'annonce de la possible fermeture de l'usine. Une photo très intéressante dans laquelle on voit au centre l'ami dans une posture de prostration face à l'écran de télé et dans une lumière assez blafarde et froide. On sait que cette séquence est intéressante parce que la question du temps sera traitée scéniquement dans cette séquence. En effet, nous avons 17 noirs en 7 minutes avec des noirs très rapprochés au début de la séquence, moins de 10 secondes entre chaque noir, qui montre le passage très rapide des jours et une amie prostrée devant sa télé à des moments très différents. Le son d'ailleurs proposé et on passe d'une chanson à une émission de télévision différente qui montre aussi la succession des journées. La folie se voit bien par cette prostration grandissante et les effets cinéma sont assez forts dans cette image où l'on retrouve une sorte de lumière assez froide où le personnage est seul et déshumanisé. Faisons enfin un dernier focus, ce sont les scènes 28 et 29 qui durent 11 minutes, qui font suite à l'infanticide et au procès de l'ami par la famille et les proches. On retrouve, comme on le voit dans la photographie, l'appartement de l'ami, avec cette grande baie vitrée, les personnages qui sont comme autant d'ombres, comme on l'a déjà dit dans les diapositives précédentes. On voit bien qu'ici on a un tribunal intime, on voit bien la disposition de la scène où chacun se tourne vers l'ami pour lui demander des comptes. On retrouve bien aussi les motifs de la tragédie dans une pièce assez réaliste. L'ami peut devenir une sorte de Médée qui assume son geste d'infanticide. Alors il faut être capable ici de décrire la scène, de révéler aussi les sensations d'angoisse, mais aussi l'empathie du spectateur pour l'ami qui se retrouve finalement condamné par tous. Pour finir, évoquons maintenant les lectures cursives, théoriques sur le théâtre, et une première lecture, celle d'Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double. Dans l'extrait proposé, Artaud nous dit que la scène est un lieu physique et concret qui demande qu'on le remplisse. Il faut donc lui faire parler un langage concret, sortir de la seule parole. En effet, Artaud s'oppose au textocentrisme traditionnel occidental pour proposer un théâtre qui ne soit pas qu'un théâtre de la parole. Il faut, pour Artaud, s'adresser au sens plus qu'à l'esprit. Le théâtre de la seule parole s'adresse plus à l'esprit qu'au sens. Il utilise cette très belle métaphore de la poésie dans l'espace. À retenir donc. Pour vraiment finir cette fois-ci avec un très grand monsieur, Adolphe Appia. Adolphe Appia, dans 3 articles, début du XXe siècle, où pour Appia, la mise en scène, ça c'est une définition que vous pouvez retenir, la mise en scène, dit Appia, c'est l'art de projeter dans l'espace ce que le dramaturge projette dans le temps. Je rappelle que le dramaturge, c'est celui qui écrit le texte. Eh bien oui, pour Appia, c'est d'abord un art de projeter dans l'espace une pièce écrite dans le temps. C'est vraiment une idée importante à retenir. Le premier facteur de mise en scène pour Appia, comme pour Artaud, c'est l'acteur. L'acteur est porteur de l'action. Son corps, et on sait que Pomera donne beaucoup d'importance au corps, est vivant, mobile, plastique. Il y a donc une dimension esthétique du corps de l'acteur qu'il faut absolument mobiliser. Le deuxième facteur, et on sait que c'est aussi un facteur important pour Pomera, c'est la lumière. La lumière qui doit, comme l'acteur, devenir active
Pomera fait soutenir l'acteur par la lumière, on le voit bien dans cette pièce. Enfin, le troisième facteur, et on voit bien que Pomera s'inspire beaucoup d'Appia, c'est évidemment l'espace et la musique qui sont très importants pour Appia. Donc acteur, lumière, espace, musique, on voit bien ici le théâtre de Pomera résumé. Pour Appia et pour finir, l'illusion scénique, c'est la présence vivante de l'acteur. Ne pas donner l'illusion d'une forêt, mais l'illusion d'un homme dans une forêt. Voilà toute la modernité d'Appia. À vous de jouer, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à travailler sur la séquence 2. N'oubliez pas que cette vidéo permet aussi de consolider ses connaissances pour l'épreuve écrite. Et toc!